Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, le profil 1 Énéagramme que nous allons articuler, que nous allons analyser en utilisant les états du moi. Les états du moi, c'est le travail d'Eric Berne, l'analyse transactionnelle. Eric Berne a voulu, c'était un psychiatre, il a voulu à un moment donné rendre son travail plus accessible pour finalement mieux se faire comprendre. Et à ce titre-là, regarder chaque profil énéagramme à travers l'analyse transactionnelle, ça a sa place et ça peut-être aider certains d'entre nous à y voir plus clair. L'énéagramme est une figure cosmologique, voilà pourquoi je me suis appliqué à articuler l'énéagramme avec par exemple une autre figure cosmologique comme le yin-yang. Le yin-yang est une manière de réfléchir le monde qui a totalement disparu. Yin et yang sont indissociables. Et de la même manière, chaque profil énéagramme est indissociable de son évolution et de son involution. Ce n'est pas un petit point perdu sur un cercle. Vous ne pouvez même pas analyser un profil énéagramme, réellement le comprendre, si vous lui ôtez les ailes, sans mauvais jeu de mots, et les ailes, c'est les profils qui entourent la personnalité dont on parle. J'ai aussi présenté l'énéagramme avec ce que l'on peut appeler les éléments, parce que c'est comme ça que l'on étudiait le vivant il y a 2500 ans ou 3000 ans, à travers les éléments. Et on pourrait dire, sans trop vulgariser, que tout ce qui compose l'univers est composé de ces éléments-là, qui sont l'eau, le feu, la terre, l'air, l'éther, bien évidemment. Donc là aussi, quand vous réfléchissez en termes énéagramme, il faut, dézoomer, prendre du recul, et puis se rappeler que l'énéagramme n'est qu'un point de départ, parce que si tout le monde venait à s'intéresser à l'énéagramme, le jour où on sera 9 milliards sur Terre, il y aura plus ou moins 100 millions près, 1 milliard de 1, 1 milliard de 4, 1 milliard de 7, 1 milliard de 2. Vous avez compris mon propos. À un moment donné, l'énéagramme vient à nous rendre compte que nous sommes un mystère. Nous ne savons pas ce que nous sommes. Parce que finalement, si vous découvrez d'autres personnes qui ont la même structure énéagramme que vous, vous allez vous rendre compte que vous êtes très différents. Alors qu'est-ce que je suis vraiment ? Et voilà pourquoi cet atelier s'appelle « Du moi au soi ». Le moi, c'est la personnalité, c'est tout ce que vous mettez derrière « je suis ». Quand on s'intéresse à l'énéagramme, nous allons notamment regarder les motivations, c'est vrai. Mais d'une certaine manière, cette personnalité disparaît lorsque nous sommes, par exemple, dans le sommeil profond. Et ne l'oublions pas. Voilà, bien sûr, il y a encore une forme de rêve quand nous sommes dans certaines phases du sommeil, mais restons un petit peu avec ce... Alors le postulat de base, ce n'est même pas ça. Le postulat de base, c'est que si on retourne un instant à l'école, la première cellule, trompe de Fallope, va se démultiplier très vite, rencontre spermatozoïde-ovule. La colonne vertébrale, enfin la migration, colonne vertébrale, tube digestif, les organes. Plus tard, un cerveau. Une première cellule sans cerveau qui va à un moment donné créer un cerveau. Et ce cerveau qui aura beaucoup de mal, le mental humain aura beaucoup de mal à comprendre cette première cellule, tout simplement. Donc c'est ça qu'on essaye de développer aussi dans cet atelier. Voilà. On essaye de mettre un petit peu plus de profondeur, et puis il est ouvert à tous, il n'y a aucun prérequis, et c'est tellement important pour moi de le dire. Tout ce qui est partagé ici vous appartient. Si vous voulez bien sûr une consultation en individuel, c'est possible, vous trouverez ça en descriptif, mais d'une manière générale, c'est aussi pour le partage, pour le plaisir de partager l'énéagramme. C'est tellement fascinant, n'appartient à personne. Revenons sur l'aspect le plus fascinant de l'énéagramme. Ce n'est pas son chemin évolutif, et ça marche, pourtant. Ce n'est même pas finalement qu'il nous définit si bien. C'est son involution. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où vous êtes né sur Terre, quel que soit ce que vous avez vécu ou pas, une structure 1 involue toujours en 4. Une structure 8 involue toujours en 5. Une structure 5 involue toujours en 7. Et c'est un des aspects les plus fascinants. Ça veut dire que sous stress, le mental humain est prévisible. Ça serait triste si certains le comprenaient.
Si certains le comprenaient, ça voudrait dire qu'on pourrait emmener des gens à avoir un comportement qu'ils ne veulent pas. Ça serait terrifiant. Et donc on nous présente parfois trop l'énéagramme comme un outil de compassion où il s'agit de s'unir aux autres. Bien sûr, à hauteur de ce que vous allez vous être libéré de votre attention première, de votre compulsion énéagramme, de votre vasana, que vous regarderez votre orgueil énéagramme en lumière, vous le mettrez en lumière, bien sûr que vous serez plus à l'aise avec les autres. Mais avant tout, c'est une manière aussi de saisir que l'autre souffre. Et que si l'autre souffre, il est en mesure peut-être de nous faire souffrir s'il porte des blessures que je porte aussi. Alors, n'allons pas plus loin pour cette petite présentation, parce que si on allait plus loin, on pourrait faire une présentation d'une demi-heure, hein, ça ne serait pas un problème. On va donc parler des états du moi. Voilà. Donc les états du moi, et si vous voulez directement aller au cœur du sujet de cette vidéo, si vous connaissez déjà bien les états du moi, eh bien vous allez pouvoir donc vous déplacer jusque-là. Mais rappelons quand même que c'est une petite présentation dynamique des états du moi. Les états du moi, c'est quelque chose, entre guillemets, de très sérieux et qui nous permet d'analyser tellement de situations, de décortiquer tellement le fonctionnement du mental humain, que je pense que c'est important de rappeler que c'est une petite présentation des états du moi. Alors les états du moi, eh bien naturellement, nous portons tous en nous, et depuis notre tendre enfance, eh bien un parent, un adulte et un enfant. Alors effectivement, on peut imaginer cette petite fille qui parle assez durement à sa poupée, qui lui dit « c'est le moment de te coucher maintenant, il est tard ». Voilà, elle joue. Et bien effectivement aux parents normatifs, on va y revenir. L'adulte, on porte tous cet adulte, c'est ce petit garçon qui se voit assez modeste en train, dans son imagination, de soulever la coupe et de se dire, voilà, j'ai gagné, mais il faut que je reste modeste. C'est vrai que je suis le plus grand footballeur, mais il faut que je reste modeste. Voilà. C'est potentiellement une position que nous avons dès l'enfance, la position adulte. Et puis, eh bien, l'enfant, naturellement, là aussi, on va pouvoir le voir sous bien des aspects. Alors, rentrons un petit peu dans le détail. Le parent, on peut le découper en deux parties. Il y a le parent normatif et le parent nourricier. Le parent nourricier, c'est celui qui crée, on va dire, du bien-être, qui soutient l'enfant, qui l'accompagne, qui sait le féliciter, bref, qui le nourrit, qui l'aide à le nourrir intérieurement. Cette position nourricière peut être à la fois positive et bien sûr négative, parce que si on est trop nourricier, si on ne laisse pas notre enfant faire, on va dire, ses propres expériences, alors naturellement, eh bien, au bout d'un moment, c'est délicat. Voilà, ça nous aide pas à nous développer. Voilà. À la fois, un parent nourricier peut être quelque chose de positif et à la fois quelque chose de négatif. Il en va de même pour le parent normatif. Le parent normatif va, lui, créer des règles. S'il n'y a aucune règle, si on ne dit absolument pas à un enfant ce qu'il peut faire ou ne pas faire, eh bien, là aussi, c'est négatif. Donc, là encore, le parent normatif, celui qui crée des règles, qui crée un cadre, à la fois, ça peut être positif et négatif. Passons maintenant aux positions de l'enfant. Il y a l'enfant libre, à la fois c'est quelque chose de très positif, très constructif finalement, et peut-être qu'il n'y aurait pas de grande invention, de grande évolution humaine si on n'avait pas chacun en nous cet enfant libre. Alors l'enfant libre, ça peut être à la fois quelque chose de positif et quelque chose de négatif. L'enfant libre, positif, c'est celui qui est spontané, qui est créatif, qui rêve en dehors du cadre. Peut-être que Einstein, à un moment donné, a rêvassé un autre modèle. Et peut-être que le modèle, la relativité générale, eh bien, c'est un modèle, alors qu'il va enrichir après avec la restreinte, mais peut-être que ça a sa place et que ça a servi à tous à un moment donné. Donc l'enfant libre, spontané, voilà,
quelque chose de très positif. Quelque chose qui serait négatif, ça serait un enfant qui finalement, on ne lui a pas dit ce qu'on peut faire et ne pas faire. Donc, comme on ne lui a pas dit ce qu'on peut faire et ne pas faire, admettons qu'il n'a pas eu de parents normatifs, eh bien, il ne sait même pas qu'on ne peut pas se promener nu. C'est pas possible, on ne peut pas le faire. Mais finalement, si je ne sais pas ce qu'on a le droit de faire ou ne pas faire, bien naturellement, je pourrais avoir un comportement, ça serait négatif. Je pourrais finir par heurter les autres sans m'en rendre compte. Alors après, nous arrivons on arrive à l'enfant soumis. Alors l'enfant soumis, contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans le prisme des états du moi, ça peut être à la fois positif et négatif. Et rappelons que si au début nous avons souvent un parent qui a joué le rôle du parent normatif, plus tard, lorsque nous sommes par exemple à l'âge adulte et que nous voulons commencer à travailler sur nous, alors que ça soit avec l'énéagramme ou l'autre, il faut comprendre que en permanence dans nos interactions sociales, intimes, eh bien ces trois états, donc c'est le parent, l'enfant et l'adulte, nous le portons. Nous le portons comme une petite voix qui est remplie de croyances. Voilà. C'est le principe du mental. Donc l'enfant soumis, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est à la fois positif et négatif. Évoquons un enfant soumis positif. Eh bien, Benoît a 28 ans, il a bientôt fini ses études, c'est des grandes études qu'il a fait, il est très fatigué, et il aurait vraiment envie de se détendre. Mais il sait qu'il est dans la dernière ligne droite. Donc son enfant rebelle, on va y revenir, ou peut-être l'enfant libre a envie de prendre le contrôle de la situation et dire j'en peux plus, il faut que je me repose, mais son parent normatif lui dit écoute, faut pas que c'est pas le moment de déconner. Tu sais, tu as travaillé tellement dur pendant toutes ces années. Là, il te reste 3 mois. Donc pendant 3 mois, tu sors pas, tu t'y tiens. Tu fais pas trop la fête. Pendant 3 mois, tu révises, tu apprends, tu passes ton examen, tu le réussis. Et après, tu vas t'amuser. Après, tu vas t'éclater. Après, c'est le début d'une vie top. Et là, si vous voulez, donc j'arrive à garder cette position, si Benoît arrive à garder cette position de l'enfant soumis, où il se soumet à quelque part à un contrat, pour le dire ainsi, un pacte qu'il a signé avec lui-même, qui va lui permettre de réussir ses études, alors forcément c'est constructif. Donc savoir à un moment donné se soumettre à certaines choses. L'enfant soumis négatif, ça serait par exemple je sais pas, son père là ou sa mère qui lui dirait écoute Benoît, si t'as pas 19 en maths, tu sors plus. Et donc là, je me soumets à la volonté de papa ou de maman. Et c'est d'accord, comme j'ai eu 18,75, bah je sortirai pas. Comme j'ai pas eu 19. En fait, je me soumets à quelque chose qui commence à être involutif, quelque chose qui finit par me rabaisser, qui finit par anéantir ma volonté, mes convictions. Finalement, je finis par m'écraser moi-même. Mais on va revenir là-dessus tout à l'heure dans la deuxième partie de la vidéo. Alors après, naturellement, vous avez l'enfant rebelle. Alors, l'enfant rebelle, eh bien là aussi, ça peut être positif ou négatif. L'enfant rebelle, c'est celui, par exemple, qui va se rebeller contre son parent. Et ça serait positif. Tu sais, je sais que tu veux que j'ai 19, et si j'ai pas 19, tu me laisses jamais sortir. Mais les 4 dernières fois, j'ai eu 19. Là, j'ai eu 18,75. Tu peux pas me laisser sortir parce que je fais tellement tout pour réussir. Donc, à quelque part, c'est positif, constructif de dire je m'en fous de ce que mon père ou ma mère pense. Je sors. Je l'ai mérité parce que j'ai tout fait. Il faut que je me repose maintenant. Il faut que je m'amuse. L'enfant rebelle négatif, au contraire, eh bien, c'est celui qui se dit ah ouais, tu veux que j'ai 19 ? Alors t'inquiète, je vais tout faire pour pas avoir plus de 12. C'est-à-dire je suis en rébellion même contre des choses auxquelles j'ai adhéré au début. Voilà. Alors après on pourrait évoquer l'adulte. L'adulte bien sûr est une position qui serait très constructive, très positive. Dans bien des situations, on pourrait évoquer quand même
L'enfant robotique, l'adulte robotique, ça serait celui qui agirait finalement de manière froide, c'est-à-dire qui a analysé la situation et comme je sais qu'il faut que j'aille vers telle situation, eh bien je fonce sans réfléchir. Eh bien, je ne sais pas si vous le sentez, mais nous allons y revenir avec le profil 1 Ennéagramme. Alors, ici s'arrête cette toute petite présentation très dynamique, très spontanée des états du moi. Bien évidemment, on aurait pu dire bien d'autres choses. Et donc, nous allons parler maintenant, dans cette deuxième partie de la vidéo, du profil 1 avec les états du moi. Alors, naturellement, nous avons tous, et l'on verra ça avec les autres profils également, nous avons tous une position prédominante négative. Voilà. Et donc, notre profil énéagramme, notre structure énéagramme, porte effectivement un état du moi dysfonctionnel. Voilà. Alors, ce que je dis ici, c'est ce que j'ai vu, perçu au cabinet, je ne l'ai pas lu. Je ne sais même pas si un auteur énéagramme s'est lancé là-dedans. Donc, n'hésitez pas. Voilà, encore une fois, si c'est constructif, si c'est positif, bien sûr, parce que je n'essaye de convaincre personne, de me mettre un commentaire qui pourra peut-être venir peut-être éclairer ce qui va être dit spontanément maintenant dans cette vidéo concernant les états du moi. Mais rappelons que ce qui va être proposé ici est, on pourrait dire, à niveau moyen. Il n'y a pas d'être moyen, mais effectivement, le mental peut, plus ou moins, on pourrait dire, emprunt à des souffrances, fonctionner de manière un petit peu limitante. Un fonctionnement limitant. Et c'est ça, on va regarder une météo du profil 1 des états du moi à niveau moyen. Allez, alors, eh bien, le 1, c'est le perfectionniste, le réformateur. C'est toujours délicat d'employer des mots pour présenter les profils parce qu'un même mot peut être vu comme quelque chose de positif et à la fois quelque chose de négatif. Donc là, naturellement, c'est pour qu'on se comprenne. Donc, si on redresse en 2 minutes un tout petit portrait, le 1, c'est effectivement le perfectionniste, celui qui veut améliorer les situations. Voilà pourquoi on l'appelle le réformateur. Il veut réformer, améliorer, il veut vivre selon ses idéaux. Alors, il ne veut pas tout perfectionner. Il y a des choses très précises. On pourrait dire que le mental focalise sur certains détails et il voudra à ce titre-là toujours aller vers du mieux, du plus. Alors naturellement, ça l'amène à critiquer de beaucoup, se critiquer beaucoup, se dévaloriser, et puis il voit très rapidement d'abord ce qu'il ne va pas dans une situation, que ça soit envers ce qu'il a fait ou le travail des autres. Donc c'est dur, il y a une colère qui est ressentie et qui est souvent endormie, une pression. Il se met la pression, il met parfois la pression aussi aux autres sans le vouloir. Il déteste qu'on soit froid avec lui, il déteste le conflit, il aimerait aider les autres. On est déjà en train de dresser le portrait avec ses ailes, voilà, si vous connaissez l'énéagramme. Et donc, il est amené, parce qu'il défend des idéaux très élevés, à un moment donné, il est amené presque à se rendre compte qu'il est inapte. En fait, son perfectionnisme, il se met tellement la pression qu'il se rend inapte lui-même. Une grande tristesse peut le gagner, il peut avoir l'impression de se battre contre quelque chose qui, effectivement, ne peut pas perdurer longtemps dans le temps. Quand il va bien, le 1, il sait que le perfectionnisme est une illusion et qu'on ne peut se satisfaire que du fait que les choses sont bien. Et puis, oui, quand il va mal, naturellement, il devient de plus en plus rigide d'une certaine manière. Donc une grande tristesse peut le gagner, une fois dans sa vie potentiellement, s'il défend quelque chose et que cette chose-là s'effondre. Voilà. Alors, allons-y maintenant pour les états du moi. Voilà, alors c'est une toute petite présentation, hein, naturellement. Donc le 1, bien sûr, l'aspect le plus négatif, les états du moi, on parle bien des états du moi, c'est-à-dire l'état du moi qui le freine énormément, c'est le parent normatif. Le parent normatif, c'est le parent qui donne des règles. Alors, il y a naturellement 2 cas de figure. Il y a le cas de figure où enfant, il a eu un parent qui était justement un peu perfectionniste, qui était dur,
qui lui demandait trop de choses. Et donc il s'est senti un peu inapte, il s'est vu pris en faute aussi autrefois. Alors il défend naturellement, il veut s'améliorer parce qu'il a enregistré à quelque part qu'il n'était pas à la hauteur des exigences d'un parent, voilà, qui lui mettait la pression. C'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est que peut-être il a vu que ses parents finalement n'étaient pas vraiment à la hauteur de la situation et il s'est dit, moi, il faut que j'améliore les choses, il faut que je modifie les choses, il faut que j'aide maman à changer. Bref, très rapidement, le 1, on pourrait dire, a grandi vite et a pris cette position de parent normatif. Et donc ce parent normatif, bien naturellement, impose des règles. Très rapidement, c'est il faut que ça soit comme ça, il faut que ça se fasse comme ça. Donc comme il n'y a pas de remise en question et que je ne remets pas en cause mes valeurs et que plus le 1 va mal et plus il pense qu'il n'y a qu'une bonne manière de faire les choses, l'adulte robotique, dans bien des situations, prend les commandes. L'adulte robotique, c'est celui qui fonce dans une direction, qui fait les choses de manière froide. Il n'y a pas à discuter, c'est comme ça. Si on fait une petite parenthèse sur l'enfant robotique, c'est sur l'adulte robotique, c'est celui qui dit tout le monde doit avoir fini le travail en entreprise je sais pas, à 10h30. Oui, mais c'est un travail très physique, il y a des femmes, tout le monde ne peut pas soulever autant de charges, et tout le monde ne peut pas avoir à 10h30 tapante fini ce travail. Il y a beaucoup de manutention, c'est dur. Oui, mais moi j'ai analysé les résultats de l'entreprise. Si on veut gagner de l'argent, il faut absolument que le travail de manutention soit fini à 10h30, que ça soit homme ou femme. Et ça, si vous voulez, il manque un côté humain dans, on pourrait dire, l'adulte robotique. Il est coupé de ses émotions quand il est vraiment dans l'aspect négatif, très négatif de l'adulte robotique. Et d'une certaine manière, le 1 pense tellement qu'il n'y a qu'une bonne manière de faire les choses que, dans bien des situations, il ne se remet pas en question. Il fonce. Il se met la pression, il fonce. Voilà pourquoi il peut courir vers, lentement, sans se rendre compte, vers une forme de dépression ou de burn-out, parce que plus important qu'à un moment donné sa propre vie, son propre bien-être, ce qui est important, c'est vivre selon les règles. Ce que mon mental m'impose. Donc le parent normatif qui est très négatif et qui l'amène, rappelons que le 1 involue en 4, le 4, on l'appelle tristement l'artiste, en tout cas, il a l'impression qu'il lui manque quelque chose pour fonctionner de manière normale dans le monde. À un moment donné, le parent normatif est tellement puissant, lui tape tellement fort sur les doigts, il a tellement l'impression qu'il n'a pas le temps de finir son travail, et il se soumet tellement à la volonté de son parent normatif, qui n'est qu'une petite voix dans la tête, rien de plus. Qu'à un moment donné, il commence à gagner une position d'enfant soumis, je me soumets. Alors si on prend un exemple, c'est simple, c'est Chloé se dit, écoute, c'est vrai, on est samedi, mais il faut que je finisse de nettoyer ma maison avant de profiter. Donc je vais cleaner ma maison à 15h de l'après-midi, c'est fini, et après je me détends. Sauf que 15h arrive, et elle se rend compte qu'il y a des petits détails, il y a des petites choses qui sont pas tout à fait nickel dans la maison. Donc son parent normatif lui dit, tu crois que tu vas réussir à passer un bon week-end alors qu'il y a un bazar pareil dans la maison? Enfin, il y a encore de la poussière là-bas, il faut que tu l'enlèves. Et donc là, au lieu de se rebeller positivement et de se dire, non, j'ai assez fait là, j'en ai assez fait. Non, intérieurement, ça se dit, non. Mon parent normatif a raison, il faut que je me soumette. Il faut que je me soumette à ça. Donc je me soumets à 2 heures de ménage de plus, et à 17h, je m'arrête. Et comme je m'arrête, très très fatiguée, et surtout que j'ai bossé toute la semaine, voilà ce que se dit Chloé, elle part sur un enfant rebelle, dans le négatif, et là elle va commencer à avoir un comportement qui n'est pas bon. Elle se dit, écoute, je vais faire la fête, c'est pas grave s'il est 5h, je me prends un petit whisky, on va se détendre, je vais sortir en boîte, c'était pas prévu, mais elle est tellement KO, elle s'est tellement pas écoutée, et voilà pourquoi on dit que parfois, que le 1, le réformateur, a une double vie. Il a une vie qu'il peut effectivement montrer aux yeux des autres, et puis une vie derrière le rideau.
Alors, c'est pas, encore une fois, forcément une double vie amoureuse, mais vraiment, il y a ce que je peux montrer, ce que je ne peux pas montrer. Et c'est vrai que quand son parent normatif l'a épuisé, il faut qu'elle aille vers un autre comportement. C'est bien évident. Alors revenons non pas sur l'involution, puisque le 1 involue en 4, revenons maintenant sur les ailes. Alors les ailes, vous savez, c'est les profils qui entourent la personnalité dont on parle. Alors avec effectivement son point 9, c'est le médiateur. Oui, le perfectionniste déteste le conflit et souvent garde le silence. Encore une fois, c'est pas parce que je garde le silence, que je ne dis rien dans une situation, que je suis d'accord. J'ai déjà évoqué ça dans une autre vidéo, donc je ne redéveloppe pas, mais simplement, effectivement, il garde parfois le silence. Mais potentiellement, ça peut critiquer à l'intérieur. Là, on parle par exemple d'une interaction sociale. Ou naturellement, eh bien, j'écoute l'autre, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Vous savez, un parent normatif, il peut dire « ne fais pas ça, va ranger ta chambre, tu aurais pu mieux faire », mais ça peut être aussi une forme de désapprobation silencieuse. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc parfois, effectivement, il a ce besoin, le médiateur, c'est aussi le besoin de s'isoler, de s'arrêter. Et naturellement, il aura besoin de s'arrêter, parce qu'il se fatigue à toujours vouloir améliorer les situations. Mais quand il s'arrêtera, il prendra soin que personne ne le voit, parce que j'ai pas le droit de m'arrêter, parce qu'il faut que j'améliore les situations. Donc là, ça peut être encore, on pourrait dire, l'enfant soumis qui gagne ce point 9, celui qui se dit « allez, je m'arrête ». Ou peut-être l'adulte qui, à un moment donné, regarde la situation avec du recul et qui pourrait lui dire « écoute, là, c'est bon, tu peux t'arrêter ». Donc voilà, ça peut prendre cette position-là. Puis aussi, ça peut prendre peut-être la position de l'enfant libre. L'enfant libre qui se dit « écoute, j'ai le droit quoi, j'ai le droit de m'arrêter un moment, j'ai le droit de prendre 10 minutes pour boire un café, un thé, parce que je l'ai mérité. » Alors l'aile en 2, eh bien, c'est les dents, et là, ça sera une position peut-être plus simple à définir. Ça peut être que le point 9, ça peut être par exemple le parent nourricier. Voilà, naturellement, il va pouvoir aider les autres. Alors c'est vrai que je peux aider les autres, mais à niveau moyen, encore une fois, le 1 a tendance à vouloir améliorer les autres tel que lui, il a vu les choses. Donc on pourrait dire que quand il aide les autres, c'est un mix souvent entre son parent normatif, qui a des règles bien établies, je veux bien t'aider mais il faudra faire comme ça, et puis le nourricier qui, oui, j'aimerais bien t'aider aussi. Mais j'aimerais bien, encore une fois, t'aider à changer tel que moi je vois les choses. Et puis le parent nourricier aussi, ça peut être une position d'adulte que je peux prendre, et puis te dire ok, je vais t'aider, ok. Donc je peux être aussi, d'une certaine manière, cette position qui peut soutenir les autres. Alors il reste, bien évidemment, son chemin d'évolution. Et parfois, le point 1 est gêné avec l'idée qu'il évolue en 7. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, le 7, c'est l'épicurien. Et souvent, il est un petit peu dérangé par cet épicurien. Quand il connaît l'énéagramme, quand il a identifié certaines structures 7, il se dit mais c'est affreux, mais je ne peux pas aller vers ça. Et en même temps, vous avez pas mal de couples qui fonctionnent, c'est marrant, qui sont 7, 1, 1, 7, à croire que les opposés s'attirent. Alors ce qui se passe, c'est que en fait, en prenant les qualités du profil 7, il ne deviendra jamais vraiment un épicurien. Mais une particularité du point 7 de l'épicurien, c'est qu'il sait, qu'on appelle aussi parfois le généraliste, c'est qu'en fait, il sait abandonner un point de vue, il sait abandonner un projet, une idée, si ça le fait souffrir, si ça le dessert. Et c'est tout ce que ne sait pas faire le profil 1 énéagramme. Le profil 1 ne sait pas changer de point de vue, parce qu'il y a ses valeurs. Parce que plus je stresse, plus je me dis qu'il n'y a qu'une bonne manière de faire, en tant que profil 1. Parent normatif qui est trop puissant et qui l'écrase. C'est triste parce que ce qui pense être lui est en réalité ce qui le freine le plus. Donc, c'est pas le parent normatif qui peut se remettre en question. C'est pas le parent nourricier qui peut se remettre en question non plus. C'est pas l'adulte non plus, c'est pas l'enfant non plus. On peut se demander quelle partie finalement de lui peut remettre en question son mode de fonctionnement, parce que c'est pas, encore une fois, l'énéagramme ne s'attache pas aux
comportement, mais aux motivations. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me pousse à agir ainsi? Ce qui me pousse à agir ainsi, quand on est de structure 1, c'est que je veux avoir raison. Je veux avoir raison et je veux emmener les autres dans mon raisonnement. Je veux avoir raison et je veux vivre selon mes idéaux. Alors vivre selon mes idéaux, c'est pas un problème finalement. C'est-à-dire, j'aurai toujours en tant que structure 1 énéagramme, alors je ne suis pas de profil 1, et je dis je, c'est pour la vidéo, j'aurai toujours ce souci du travail bien fait. Mais je ne peux pas emmener les autres vers ma perfection parce que les autres voient la vie autrement, et si vous connaissez l'énéagramme, vous savez que les autres ont d'autres motivations que vous. Donc quand on dit que le 1 gagne le point 7, c'est que simplement il s'ouvre, et croyez-moi, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que c'est finalement que cette conscience que nous sommes qui peut à un moment donné regarder le mental, le fonctionnement du mental, eh bien oui, à un moment donné, remettre en question le fait qu'il n'y a qu'une bonne manière de faire les choses, que l'autre a peut-être le droit de faire autrement. Il faut peut-être que je regarde le résultat. Si l'autre réussit, est-ce qu'il a de la chance? Est-ce que c'est injuste que l'autre réussisse parce qu'il travaille 3 fois moins que moi? Ou est-ce qu'il s'y prend différemment? Et s'il n'y avait pas qu'une seule bonne manière de faire les choses? Et ça, vous voyez, c'est un aspect, je pense, important si le profil 1 veut entamer effectivement son chemin d'évolution. Il doit regarder le fait qu'il n'a jamais que des pensées. Ce parent normatif qui a pris les pleins pouvoirs chez lui, finalement, eh bien, n'a pas plus de valeur que le parent normatif du voisin qui, lui, voit pourtant la vie de manière différente. Et puis de manière très terre-à-terre, de manière binaire. C'est tellement peut-être important ce que je veux dire maintenant. Après, bien sûr, vous prenez dans ces vidéos que ce qui est bon pour vous, et puis je ne veux pas vous convaincre, bien sûr. Mais si on regarde bien, à partir du moment où vous pouvez percevoir que vous pensez, ou que vous êtes en colère, ou que vous ressentez de l'injustice, c'est que ce n'est pas vous. Si c'était vous, et rien que vous, vous ne pourriez pas le voir. Donc quand vous voyez en tant que profil 1 énéagramme vos mécanismes, vos critiques remontées, etc., il ne faut pas se dire, c'est une petite clé que je vous propose, j'aurais pas dû juger, mais constater que ça pense tout seul, et puis revenir ici. Revenir simplement ici, quand je dis ici, c'est dans le présent. Et voir que le penseur finalement, donc dans le cadre du profil 1, le parent normatif, eh bien ne fait que vivre dans une illusion. Le parent normatif n'a aucune place si vous plongez dans le présent. Si vous plongez dans le présent, dans maintenant, si vous êtes ici. Les 9 profils énéagrammes vont pouvoir évoluer, vont pouvoir se détacher de leur personnalité souffrante s'ils commencent à porter un regard différent sur la vie. Où est-ce que je suis? Est-ce que je suis en train de remuer des colères, des injustices, de ce que j'ai vécu au travail, avec mon conjoint, ma femme, mes enfants? Bon, bref, est-ce que je repense au passé? Est-ce que je suis un petit peu en train de repenser à ce collègue de travail? Est-ce que je suis anxieux par rapport à une facture que j'ai à payer? C'est ça qui est important. Où est-ce que je suis ici? Et d'une certaine manière, le 1, comme les autres structures, a besoin de poser les pieds sur terre. C'est-à-dire a besoin, alors oui, il se dit terre à terre, et il défend des points de vue terre à terre, et il veut faire perdurer les choses dans le temps, et c'est vrai. C'est vrai. Mais il n'est pas concrètement ici. Et il y a une joie à être ici. Alors si on revient sur les vertus, sur la vertu du profil 1, il y a une sérénité à être ici. Voilà, j'ai envie de finir cette vidéo sur quelque chose de tellement simple, qui est presque incompréhensible pour le mental. Mais le travail vers ici et maintenant, voilà, qui n'est pas forcément une démarche méditative, mais ça vous trouverez d'autres vidéos d'un autre style sur cette chaîne, parce qu'encore une fois, si cette chaîne s'appelle l'énéagramme du moi au soi, c'est peut-être pas pour rien. Voilà. Peut-être à bientôt, un pouce, vous abonner, et puis voilà, si vous souhaitez un rendez-vous individuel, bien sûr, c'est toujours possible. Au revoir.